Florange, avant d'entrer dans vos commentaires, je vous propose d'écouter ce que nous dit Caroline Mière. C'était notre journaliste qui a suivi durant ces derniers jours l'évolution des choses telles qu'elle a été ressentie à Florange jusqu'au moment de l'annonce de Jean-Marc Ayrault. Il pensait réussir l'inconcevable, de simples métallos faisant plier le géant de l'acier. Les syndicats d'ArcelorMittal ont eu cette dernière semaine des espérances au-delà de toute prudence. On a vu quelques heures avant l'allocution de Jean-Marc Ayrault revenir ici ceux qui avaient campé devant Bercy, presque victorieux, les traits tirés par la fatigue de 18 mois de conflit, mais sereins quant à l'issue de l'ultimatum. Et puis, au fur et à mesure de l'après-midi, les rumeurs contradictoires ont laissé entrevoir cette troisième voie à laquelle personne ne voulait croire. Les visages se sont allongés, les yeux ont rougi, le stress de l'attente s'est transformé en colère. On n'en peut plus, on est à bout, c'est de la torture, lâche certains. Finalement, dans la soirée, les yeux rivés sur les écrans de télé et le perron de Matignon, c'est la désillusion. Dans la bouche d'Édouard Martin, le représentant de la CFDT, un seul mot: traître. Sous le coup de l'abattement, certains préfèrent rentrer chez eux, mais les plus téméraires restent en place. Ils réclament des engagements et une rencontre tripartite avec le gouvernement et ArcelorMittal. Les métallos se sentent trahis, mais pas vaincus. Après un court week-end de repos, dès lundi, ils se remettront au travail pour trouver une nouvelle stratégie de bataille, avec toujours le même slogan: on ne lâche rien. Jean-Luc Mélenchon, est-ce qu'ils ont tort de ne pas croire à cet accord? Le gouvernement nous dit qu'il n'y a pas de plan social. Moi, je ne vais pas commenter leurs déclarations. Il faut faire très attention dans ce genre de circonstances. Je vais vous dire ce que moi je crois. Je crois que M. Mittal n'est pas le bienvenu en France. Il ne l'est pas depuis le premier jour, car c'est une OPA hostile qu'avait fait Mittal contre Arcelor, quand ils l'ont racheté. Et Arcelor était une création pour sauver la sidérurgie européenne. Et les dirigeants d'Arcelor s'étaient comportés d'une manière tellement indigne que Mittal a pu se saisir de l'outil de production. Mittal ment continuellement, c'est-à-dire qu'il s'engage et il ne tient aucun engagement. Et lorsque nous écoutons le gouvernement, naturellement, nous retenons une phrase: il n'y a pas de plan social. Et on se dit, nos amis ont gardé leurs emplois. Mais quand on regarde le communiqué de Mittal, on voit déjà le serpent qui s'avance. Il n'est pas question, dans ce plan, de la relance du site. Vous l'avez vu. Deuxièmement, s'il n'y a pas de plan social... Enfin, pas pour les hauts fourneaux. Il y a Mais que vaut le site sans les hauts fourneaux? Il y a des investissements dans le traitement de l'acier. Il avait déjà promis des investissements qu'il n'a jamais fait. Mais la valeur du site, tel que l'a établi notamment le rapport Faure, qui disait qu'il faut mettre 400 millions dedans pour le relancer, et il est rentable. C'est que c'est un site intégré, depuis la coulée de l'acier jusqu'au traitement du produit fini. C'est ça la valeur spécifique de ce site. Si on continue à accepter qu'il soit coupé en morceaux, on sait très bien qu'on le condamne à mort. Il n'y a pas de plan social. Quel est le statut des travailleurs? Quel est leur statut? Le chômage technique, puisqu'ils ne travaillent pas. Donc c'est la collectivité qui paye aujourd'hui les salaires. Ça veut dire combien? 7 € de l'heure pour l'État et l'UNEDIC. Ça, c'est la vérité. Maintenant, Mittal dit qu'il va mettre 180 millions. C'est en plus des frais qu'occasionne le maintien du site, qui sont de 30 millions par mois. C'est-à-dire, au total, ça mettra la somme de 180 millions. C'est pas 5 ans, c'est 2 ans et demi qui règlent cette somme, s'il s'agit seulement de la maintenance. Ils vont les mettre en plus? Pourquoi? On ne le sait pas. Et enfin, quelle est cette situation tout à fait étrange? Le gouvernement, au nom de l'intérêt national, a parlé de nationalisation. Je dis bien le gouvernement, parce que quand un ministre s'exprime, on est quand même fondé à penser que c'est le gouvernement qui ne donne pas son opinion personnelle. Donc c'est bien le gouvernement qui s'était engagé dans la voie de la nationalisation. Arguant, j'imagine, d'un intérêt général. A-t-il disparu depuis cet intérêt général par rapport à la vision qu'on a de la sidérurgie demain? Les sites de Dunkerque et de Fos, où on coule de l'acier en France, dans l'entreprise Mittal, eh bien, ces sites étaient en danger si on ressuscitait le fonctionnement de Florange. Non, mais là-dedans, chacun raconte chaque jour une histoire différente. Monsieur Mittal a commencé par dire qu'il n'avait plus besoin du site de Florange à cause de la compétitivité, le marché, etc. Tout ça, on pourrait démonter. Monsieur Mittal n'est rien d'autre que le fondé de pouvoir de la banque Goldman Sachs qui le tient à la gorge et des agences de notation qui le menacent de baisser la note pour ses emprunts si jamais il ne liquide pas le personnel. Donc,
Donc M. Mittal dit la semaine dernière qu'il n'a pas besoin de Florange, et cette semaine, oui, il en aura à nouveau besoin. Quand est-ce qu'il ment? Avant ou après? Le gouvernement, quand il parle de nationalisation, il ment à quel moment? Au moment où il le propose ou au moment où il dit que c'est seulement dans certaines circonstances? Alors, justement... Le gouvernement, il ment quand il dit qu'il y a un repreneur ou quand il dit qu'il n'y en avait aucun de sérieux? Parce que tout ça, c'est une équipe. On ne peut pas prendre Montebourg comme tête à claque et ménager le brave monsieur Hérault, qui est quand même le tireur de ficelle de toute cette histoire. Et je termine en demandant, qu'est-ce que c'est que cette situation? S'il s'agit de négocier un accord avec le patron, c'est au syndicat de le négocier, c'est pas au gouvernement. Le gouvernement, il fait valoir l'intérêt national et l'intérêt général. Il n'a pas à devenir, lui, un espèce de super syndicat dont le secrétaire général serait M. Hérault. Donc, que doit-on faire maintenant? Moi, je dis, je reste sur la ligne, la nationalisation est indispensable. Mais puisqu'il y a un plan de proposé, nous allons avec, j'imagine, les travailleurs mondiaux. Attendez, on va en parler de ça. Juste d'abord, sur la nationalisation et les déclarations d'Arnaud Montebourg, l'un des syndicalistes de Florange, Walter Broccoli, il est Force ouvrière, a une question à vous poser. Monsieur Mélenchon, comment auriez-vous réagi à l'annonce du Premier ministre, qui a été faite donc vendredi soir, si vous étiez à la place de M. Montebourg? Je ne me serais pas mis dans un si mauvais cas. Hein. C'est la raison pour laquelle, lorsque la question a été posée, le Front de gauche a décidé de ne pas aller au gouvernement. Parce que, voyez-vous, dès le départ, la fondation de ce gouvernement est sur cette ligne. Ils n'affronteront jamais ni le capital, ni les agences de notation. Ils pensent qu'on peut s'arranger, moyenner, bricoler. Et dès qu'il y a un coup de fouet sur la table, ils se couchent. On a parlé de nationalisation aussi longtemps que Mme Parizeau n'a rien dit. Quand Mme Parizeau a dit « la nationalisation est une absurdité », les journaux économiques de droite ont embrayé et il n'y a pas de nationalisation. Mais vous dites ce gouvernement... C'est elle le vrai Premier ministre, au fond. C'est Laurence Parisot. Dans cette circonstance, c'est Mme Parisot qui fait la pluie et le beau temps. C'est elle qui a décidé sur la compétitivité, c'est sa ligne qui s'applique. Elle intervient dans le débat sur la nationalisation. C'est elle qui a raison, c'est pas Montebourg. Donc j'en déduis que c'est elle qui prend les décisions. Vous dites c'est Jean-Marc Ayrault qui tire les ficelles et François Hollande là-dedans, qu'est-ce qu'il fait? Comme d'habitude, il compte les points. Certainement, j'imagine, mais il a une responsabilité. Mais là, nous partons de... Je réponds d'abord au gouvernement. Vous savez, c'est l'usage. Hein. Il faut garder de l'espoir. On pourra un jour changer de gouvernement. Le président ne peut pas le changer avant 2017. Arnaud Montebourg se fourvoie dans ce gouvernement? Il fait ce qu'il veut. Moi, je n'ai pas apporté d'appréciation sur lui. Je sais une chose, c'est que les travailleurs n'ont pas intérêt, dans la situation actuelle, à lui tirer dessus, lui. Parce que c'est souvent l'unique passerelle qui reste pour arriver au moins à se faire entendre pendant quelques jours. Alors, voilà. Une autre question d'un autre représentant syndical de Florange, le CFDT, Édouard Martin. Jean-Luc Mélenchon, bonjour. Est-ce que vous seriez prêt à être aussi l'aiguillon du gouvernement de manière à ce qu'il oblige de manière imparable Mittal à tenir les engagements qu'il vient de prendre auprès de lui? Nous, le Front de gauche, nous nous tiendrons aux côtés et derrière les syndicats. C'est notre règle. Donc vous autres, les syndicalistes, vous déciderez de la forme de l'action et nous apporterons nos forces. Ce que nous pouvons amener, nous, aujourd'hui, c'est deux choses. D'abord, notre aide matérielle, physique, fraternelle, amicale, parce que ça compte beaucoup dans l'état d'épuisement où tout le monde. Et deuxièmement, nous apportons une perspective. Je vous dis qu'un gouvernement du Front de gauche ne laissera pas la sidérurgie française être détruite par un aventurier comme Mittal. Nous lui donc confisquerons tous les outils de production qu'il a l'intention de détruire et qui sont des outils de production de haut niveau. Nous ne laisserons pas un menteur et un affabulateur comme lui venir dans un bureau parler du procédé Ulcos avec le Premier ministre qui vous le resserre et ensuite dans un communiqué oublier ce procédé. Vous savez, dire un mot, Ulcos, c'est de la production d'acier en polluant moins. Hein. Voilà, on pollue beaucoup moins, et pour nous, ça serait un honneur de produire de l'acier plus propre. Hein. Nous sommes un pays avancé, donc nous savons le faire. Ça suppose un accord de la Commission européenne. Oui, mais c'est ça le... Non, mais je précise. Vous avez raison, M. Mazerolle, de le rappeler, c'est que ça suppose un accord de la Commission européenne, qui était d'accord, mais comme M. Mittal a dit qu'il fermait les fours, alors la Commission européenne a rétrogradé dans la liste le site de Florange, tout ça, on ne l'a pas dit aux gens. Et quand on écoute M. Mittal en parler, là, on peut vérifier sa sincérité. Si Mittal croyait
croyait à l'avenir, il dirait oui, nous allons faire le procédé Ulcos, je suis prêt à mettre l'argent sur la table. Or, précisément dans son communiqué, il n'est pas question du procédé Ulcos. Nous avons donc toutes les raisons de nous en méfier, puisque je vous dis, monsieur Mazerolle, ce n'est pas moi, Jean-Luc Mélenchon seulement. Vous avez entendu madame Bateau, qui est une ministre sérieuse de ce gouvernement, c'est pas quelqu'un qui parle à tort et à travers. Eh bien, cette ministre a dit: nous n'avons aucune confiance. Alors donc personne n'a confiance, mais on fait comme si, c'est-à-dire qu'on a reporté le problème de quelques mois. Est-ce que vous avez le sentiment que cet accord, c'est le début d'un processus de fin de production d'acier en France? Progressivement. Mittal a fermé, je crois, si mes souvenirs sont bons, 16 de ses centres de production sur 25. Mittal n'a aucune parole, puisque la dernière fois, ils avaient signé le lundi avec les syndicats un accord, et le mercredi, ils ferment à Liège, en Belgique. Par conséquent, oui, nous pensons que la stratégie de Mittal est de réduire la capacité productive d'acier, notamment en Europe, pour préférer les sites de production qui sont dans des zones de dumping social, où l'on paye des salaires beaucoup plus bas, et ensuite de mettre à partir de là à la disposition du monde entier des produits que nous savons très bien faire et dont nous n'avons pas besoin de les importer. J'ajoute que Mittal a vendu la mèche en disant: nous sommes surtout bons dans le court terme. Tu parles, en effet, il a les banquiers sur le dos, donc il a intérêt d'être bon dans le court terme. Mais en fait, en baissant les capacités de production, que fait-il? Il augmente le prix de l'acier. Voilà. On marque une pause. Non, on marque pas de pause, pardon. Edwige Chevrillon, BFM Business, va venir nous rejoindre. Elle va vous demander justement quelle est la stratégie industrielle que vous préconisez.